Bon, et Corama, on parle de bourse. Vendredi, en clôture, on était pile à moins 10% par rapport au plus haut d'avril, qui était le record du CAC, 7500 à 81 points, 6816 en clôture. Vendredi, ça continue à baisser. En plus, ce matin, 10% de plus, un marché de correction. Comment conduire son navire en temps de tempête? Quel courant prendre? On voit ça avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. C'est vous qui allez nous guider. Alors d'abord un mot sur le marché, parce qu'on a quand même des indices qui connaissent des baisses assez sévères. Finalement, le CAC, mais le DAX aussi, ou le Nasdaq, ça peut aller encore loin jusqu'au bear market. Ah, ça c'est compliqué. C'est vrai qu'on a clairement fragilisé la tendance. Alors, dans un environnement géopolitique qui est complexe, mais on voit bien que c'est plutôt aujourd'hui les taux longs, et notamment les taux longs américains, puisqu'on a franchi 5% sur les États-Unis. En Italie aussi, il faudra surveiller de près quand même les spreads avec l'Italie. Et ça a enclenché une correction avec des discours aussi de M. Powell qui sème le trouble un peu sur la trajectoire d'augmentation de taux. Et on a vu une correction très très forte quand même sur les valeurs de croissance, mais pas seulement. On voit des valeurs plus cycliques baisser depuis un certain temps. On a des chiffres sur l'immobilier aux États-Unis qui étaient un peu ternes, et on a vu notamment le secteur de la construction, autour de la construction, c'est-à-dire des Saint-Gobain, Schneider, Legrand baisser assez fortement. Donc oui, c'est un marché extrêmement complexe. On est en période de résultats. On voit qu'il y a des grandes divergences dans les publications et dans les conséquences de ces publications. On l'a vu avec LVMH notamment. On l'a vu aussi avec... on voit des mauvaises nouvelles finalement qui sont... Oui, pas tellement des mauvaises nouvelles, mais qui sont mal arbitrées. Oui, alors c'est vrai qu'on a du mal à faire le tri dans tout ça lorsqu'on voit des sanctions de quasiment 10% de baisse sur LVMH après des chiffres de croissance de 9%, alors que les chiffres du trimestre précédent pour le coup étaient très très forts, et ça trouble un peu la lecture qu'on peut avoir. Il ne faut pas oublier aussi sur l'Europe qu'on a des effets de change qui deviennent défavorables, puisqu'à la même période l'année dernière, on était quasiment 7-8% plus bas, donc ça vient amputer une partie du chiffre d'affaires en euros, et on voit quand même qu'on a des pressions alors sur les volumes. On verra cette semaine sur des publications Saint-Gobain, Schneider, on verra peut-être que sur des effets volumes aujourd'hui on n'arrive plus à compenser par l'effet prix. Donc c'est une saison de résultats très très complexe, mais on a quand même toujours des tendances qui sont plutôt positives dans certains secteurs. Justement, la question des secteurs, qu'est-ce qui est plus risqué? Bon, il faut quand même parler du secteur du luxe, effectivement. Oui. Vous avez commencé à parler de LVMH, quand même bien négatif depuis le début de l'année, moins 26%, depuis les 905 € atteint il y a 6 mois. Même Hermès, on est passé de 2050 à 1650 €. Alors, c'est le moment d'y retourner sur le luxe? Alors, c'est vrai que là, par exemple, depuis la séquence août, septembre, octobre, lorsqu'on compare notamment au stock 600, on a de baisse sectorielle de quasiment 6 versus 2% sur les marchés. Au mois de septembre, ça s'est accentué. Donc, on a une pression qu'on a rarement vue en sous-performance sur le secteur du luxe. Donc, bien sûr, il y a un ralentissement, il y a une normalisation. Plus là, la logique, puisque lorsqu'on regarde un peu le luxe, ça fait à peu près 1,5 fois à peu près la croissance mondiale. Donc, on doit s'attendre dans le secteur à avoir une croissance autour de 7-8%, c'est une croissance normalisée. C'était la période précédente qui était anormale. Donc le marché est en train de s'adapter par rapport à ça. Alors oui, effectivement, il y a une pression. Il y aura certainement une pression encore sur certains acteurs. Voilà, après, je pense qu'il faut faire le tri dans tout ça. On arrive sur des valorisations qui sont extrêmement basses, que ce soit en relatif ou même en absolu, puisque vous l'avez dit... LVMH, c'est moins 30 par rapport au point haut, donc c'est une correction qu'on a rarement vue. On l'a peut-être vue effectivement en mars 2020, mais là, on revient effectivement sur des niveaux de multiples qui sont extrêmement attractifs. Donc là, il y a matière à se réfugier quelque part. Alors, une fois que les publications sont faites, LVMH c'est fait, L'Oréal c'est fait, on va attendre quand même Hermès, parce que Hermès, on est sur des multiples quand même qui sont très très élevés, et même si on aura peut-être une croissance de 13%, sur des multiples aussi hauts, on ne peut pas avoir le droit à l'erreur. Et les investissements qui baissent, la consommation aussi qui commence à montrer des signes de faiblesse, les marges qui diminuent, ça veut dire qu'on évite quel secteur? Alors, justement, vous parlez de la construction. Oui, de la construction, ce secteur-là, clairement, avec les chiffres US, et on va voir en Europe, ça va être sous pression. On a vu, par exemple, un acteur comme Saint-Gobain, donc on est dans la rénovation, avec une dynamique très forte, notamment avec les plans européens de rénovation, mais sur la construction, on voit bien qu'il y a une vraie faiblesse, et là, l'effet prix ne justifie plus, finalement, ces valorisations. On aura une contraction des volumes. Donc,
Et bien sûr la Chine aussi, qui sont des moteurs, je pense notamment à Schneider, des moteurs de croissance qui ralentissent également. Donc clairement, ce secteur, il faut faire attention. De côté favorable, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont dans un train extrêmement favorable. C'est le cas dans le pétrole. Lorsqu'on regarde Total aujourd'hui, on avait des craintes notamment sur les marges de raffinage, puisque les marges de raffinage dépendent aussi de la valorisation du brut. Le brut est reparti, on a notamment des exploitations qui se mettent en place, donc en effet volume, on va avoir effectivement des bonnes nouvelles. Donc sur le secteur de l'énergie, globalement, il n'y a pas de déception à attendre. On s'attendait vraiment à un secteur peut-être plus sous pression et qui allait peser d'ailleurs... Énergie, il faut faire le tri entre gazier et pétrolier ou renouvelable Non, je pense qu'en globalité, sur le renouvelable, il faut faire attention, c'est plutôt le niveau d'endettement de ces entreprises. Et là aussi, le marché ne fait pas crédit. On a vu par exemple aux États-Unis des acteurs comme Nextera plonger littéralement parce qu'effectivement, lorsqu'on analyse un peu, notamment le niveau de la dette avec les taux qui remontent, c'est extrêmement contraignant. Donc voilà, sur ces secteurs-là, sur le secteur de la santé aussi, le marché est en train de faire un peu de tri. Alors il y a des mauvaises nouvelles parce qu'on est post-Covid et c'est sûr que sur le côté vaccination, ça met un peu de pression, mais il y a des nouvelles qui arrivent quand même dans le secteur qui sont plutôt favorables. C'est une idée de refuge. Le secteur alimentaire et ce qu'on appelle le consumer goods, on a vu des chiffres par exemple de Procter & Gamble qui étaient plutôt bons et on voit qu'il y a une résilience du consommateur américain. Donc là aussi, il faudra peut-être être moins agressif en termes d'avis négatifs sur le secteur. Il faudra faire le tri post-résultat. Donc il y a encore pour l'instant toute une série de secteurs et j'ai pas parlé du secteur bancaire qui va profiter. Voilà, j'allais parler du secteur bancaire. JP Morgan a sorti des super. Oui, parce qu'il y a eu les États-Unis qui ont publié. Il y a quand même entre Goldman et JP Morgan, il y a quand même un grand. Ah oui, ça dépend du marché adressable. Donc quand vous avez un secteur, une banque, on va dire de retail, moins soumis notamment, par exemple, Goldman Sachs, à des pressions sur ce qu'on appelle les fusions-acquisitions, les M&A, c'est sûr que vous avez une stabilité, en tout cas une force, notamment lorsque les taux commencent à être sur des niveaux très attractifs. On va voir les résultats de BNP. Je pense qu'ils vont être globalement bons. Bien sûr, on sera, pour des effets un peu de base, il y aura une contraction du chiffre d'affaires, mais ils vont être globalement bons. On peut s'attendre aussi au niveau de l'assurance à avoir des résultats plutôt satisfaisants. Donc, quand on est sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt attractifs, avec des niveaux de rendement qui sont relativement forts et une solidité du business, attention, il faut surveiller ce qu'on appelle le coût du risque sur ce secteur bancaire. Lorsque la dégradation de l'environnement économique est là, on peut avoir éventuellement un coût du risque qui augmente. Mais si on a une bonne gestion de ce coût du risque et avec des ratios de solvabilité qui sont solides, il n'y a pas de raison honnêtement sur ces niveaux que le secteur bancaire puisse fléchir dans les prochains mois. Bien sûr, si la récession s'installe, si un effondrement de l'économie, là, le secteur bancaire ne sera pas immune à une correction, mais clairement aujourd'hui, il fait partie de ces secteurs un peu défensifs au regard de son rendement et de sa valorisation. Et géographiquement, on a une poche qui peut être intéressante, c'est le Japon. Enfin, en tout cas, le Nikkei, il baisse moins que il est très solide. Il gagne quasiment 20% depuis le 1er janvier. Oui, et en plus, il y a une sorte d'opération vérité aussi du Japon sur la transparence, sur la fiabilité un peu des entreprises japonaises. Et il y a un effet un peu report, puisque la Chine, aujourd'hui, plus personne n'en veut, clairement. C'est même des fois structurel sur l'immobilier, sur le secteur financier globalement en Chine. Et on voit qu'il y a eu tout un effet report d'investissement, notamment sur le Nikkei, qui se comporte effectivement relativement bien. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas bien valorisé? Est-ce qu'il ne faut pas être prudent, sortir, prendre des bénéfices sur le Nikkei? Peut-être. Alors attention, sur le Nikkei, il faut faire attention. Il vaut mieux se couvrir quand on investit sur ce marché parce que généralement, quand on veut y aller, on perd en devises qu'on a gagné sur l'indice. Donc il faut être extrêmement prudent. Après, sur les États-Unis, on va avoir la série des publications sur les GAFA. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Honnêtement, sur les grosses capitalisations boursières américaines, technologiques, je n'ai pas d'inquiétude tout simplement parce qu'il y a des excédents de cash, les niveaux de taux d'intérêt, rien que par les liquidités déjà, on est sur des niveaux de rentabilité relativement élevés. Et la demande et l'AI, on n'a pas épuisé encore cette thématique. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas rentrer dans une bulle, on va rentrer dans une bulle à un moment donné sur l'AI, mais on ne l'a pas totalement épuisé. Donc, on regardera un peu valeur par valeur, on regardera aussi par exemple sur les acteurs comme Amazon ou Microsoft, l'exposition au cloud et la sensibilité notamment à l'industriel finalement, puisque quand vous faites du cloud, vous dépendez des investissements des entreprises et si un ralentissement, ça peut peser. Mais on a vu par exemple Netflix sortir des très bons résultats, on voit quand même des acteurs aujourd'hui qui
qui sont plutôt solides. Donc, je m'attends quand même plutôt à un rebond du secteur des technologies et plus généralement des valeurs de croissance sur les niveaux actuels. Donc, il faudra trouver juste ce point pivot sur le 10 ans américain. Techniquement, le 5-10 peut être une sorte de niveau de rappel parce que ça aplatit la courbe des taux aux États-Unis. Et on pourrait avoir dans ce cas-là effectivement un retour vers la croissance et des valeurs de croissance. Donc, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'il y a des opportunités sur la faiblesse. Le marché n'est pas entré techniquement dans un bear market. On a préservé encore la tendance, mais on l'a fragilisé. Donc, il faudra être extrêmement attentif dans les prochains jours. Et je pense que la réponse, on l'aura dans les 15 jours qui arrivent, post-résultat. Les niveaux de valo, on se paye 11 fois sur le CAC, entre 11 et 12 fois, on n'est pas historiquement cher, bien au contraire. Alors bien sûr, rapporté au taux d'intérêt, c'est plus cher qu'il y a encore 3 mois ou 6 mois, mais malgré tout, ça reste quand même un niveau plutôt attractif avec des rendements relativement solides. Donc, sauf effondrement, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on ne finisse pas trop mal l'année avec toutes les précautions oratoires qu'on doit prendre dans un contexte géopolitique qui peut peser quand même sur la tendance. Mais il ne faut pas se dessaisir des actions aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités sur le marché et notamment après de fortes baisses. Patient et sélectif. Merci beaucoup Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Merci.